Hop, et voilà. Hop. Bonjour, on a le retour, c'est bon, ça enregistre. C'est bon. Eh bien, bonjour à tous. Alors, il y a quand même quelques personnes qui sont là. On attend vite qu'il y ait un peu plus de monde. D'habitude, on remplissait la salle, il y avait des chaises jusqu'au fond. Voilà, on se battait pour venir. En tout cas, on est content de revenir, et en particulier chez Mobisky, qui est quand même un de nos partenaires depuis de longue date, qui héberge les meet-ups du Club Power BI de Paris depuis, je ne saurais même pas dire quand était le premier. Voilà, je sais quand était le dernier, c'était juste avant le Covid à peu près. Le premier, donc mai 2017, sur Power BI Premium. Je répète comme tu es loin du micro, Tristan. Et oui, c'est les aléas du présentiel. Il faut revenir et se mettre devant le micro pour pouvoir parler. Donc, bienvenue aux gens qui sont en ligne. Je ne sais pas combien vous êtes. On va modérer le chat juste après. Bienvenue aux gens qui sont ici. On a changé un petit peu le format si ça fait longtemps que vous n'êtes pas venus. Donc, on fait beaucoup plus court. On a une session d'1 heure qui nous sera présentée par Mathieu, qui a rejoint l'équipe de Paris. Donc, il n'y a plus que juste Tristan et moi. Il y a aussi Mathieu qui a rejoint l'équipe de Paris. Juste un petit mot sur le Club Power BI, mais très, très rapide parce qu'il suffit d'aller sur le site web ou sur la chaîne YouTube pour comprendre ce qu'est le Club Power BI. C'est simple, c'est la communauté des utilisateurs qui aiment le produit et qui utilisent évidemment le produit Power BI au quotidien. Donc, on a bien grandi depuis l'époque où il n'y avait que des meet-up à Paris. Maintenant, il y a 8 villes qui organisent des meet-up. Ça fait 40 et quelques meet-up dans l'année. Certains online, certains en présentiel, tous enregistrés et mis sur notre chaîne YouTube, ce qui fait que vous pouvez retrouver tout le contenu qui a été fait. S'il y a une démo qui a été un peu rapide, vous pouvez la revoir juste après. Notre volonté, c'est vraiment de faire en sorte de partager des bonnes pratiques, des façons de faire, des nouveautés, enfin bref, tout ce qui est autour de l'écosystème et du produit Power BI. Et je fais un petit message, si vous voulez partager ce que vous faites, vous, personnellement, avec Power BI, parce que c'est ça aussi la communauté, c'est que vous partagez ce que vous faites ou votre vision du produit, ben, en fait, vous nous contactez et puis ben, en fait, vous pouvez très bien être là et venir présenter ce que vous faites, un retour d'expérience projet, un retour de votre carrière avec le produit Power BI. Donc, n'hésitez pas à contacter nous pour ça. On va laisser la parole à notre partenaire, quand même, Mobisky, parce que vous dites peut-être on est chez qui, ils font quoi. Donc, je laisse la parole à Grégoire qui va présenter Mobisky. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé comme ça devant une estrade. Ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait plaisir de vous voir. En effet, comme disait Jean-Pierre, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Je n'étais même pas encore ici pour commencer à organiser des meet-up. Donc, plaisir que vous soyez tous ici. Présenter Mobiskill en bref, nous, on a un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans la tech depuis plus de 12 ans. C'est la tech au global, sur des postes en data, sur des postes en product ou de dev. On travaille principalement avec, et historiquement, des clients tech ou dans le digital, style scale-up, start-up, licorne, cabinet de conseil aussi. Et en interne, on est une 60aine de personnes et chacun d'entre nous se répartit par langage de programmation, techno pour mieux accompagner les personnes, développer une expertise sur des technos sur un marché, pouvoir mieux comprendre ce que les personnes font au quotidien pour proposer des offres intéressantes, des conseils de carrière, etc. Et moi, je suis responsable du pôle data analyse. Donc, data analyse, évidemment, je travaille avec beaucoup de personnes qui utilisent Power BI comme outil de data visualisation et c'est pour ça que c'est moi qui serai avec vous ce soir. Donc, voilà, le but, c'est créer cet échange autour de la techno, partager des bonnes pratiques. Tu nous disais tout à l'heure que le produit Power BI poussait énormément sur le marché. Exact. Si vous avez un CV qui traîne, n'hésitez pas à vous le filer à Grégoire tout à l'heure. Exactement, mais vous êtes rechercher des gens. Hein. Vous êtes au bon endroit. Power BI, c'est aujourd'hui, moi, sur le marché de la data analyse, une des technos qu'on me demande le plus en termes de data vis. C'est vraiment celle qu'on me demande le plus. Donc, très cool que vous soyez dessus, en tout cas. Voilà. Pas beaucoup plus. Passez un bon meet-up et bonne soirée. Merci Grégoire. Allez, dernier slide et après, on laisse la parole à Mathieu qui fait son baptême du feu avec un sujet sympa sur les potentiels. C'est pas le bon slide. Ouais. Nous sommes en novembre, donc en effet, c'est en effet pas le bon. Est-ce que tu l'as toujours ouvert? Ouais, je le vois, il est là. Hop, c'est bon. Je l'aurais pas forcément en plein écran. Et il n'est pas forcément.
bien aligné, hein, c'est la version web. Donc, plusieurs choses à retenir. Donc, évidemment, on est déjà à la moitié du mois de novembre, mais vous avez le Club Power BI, l'émission la dernière semaine. Mais surtout, si vous n'avez pas suivi, en ligne, ouais, Club Power BI, l'émission, ce sera forcément en ligne. Mais on a quelques organisateurs qui se lancent dans un nouveau format qui s'appelle La Tournée. Et c'est simple, c'est uniquement du présentiel, parce qu'en fait, il y a des gens qui n'avaient pas compris, pensaient que ça allait être retransmis, etc. C'est un format où on va vraiment dans les régions. Alors, il n'y aura pas de La Tournée à Paris, en tout cas pas cette année. On verra l'année prochaine. Ils font 3 dates. Alors, ils font, je les accompagnerai, donc j'y serai aussi. Marseille, Lyon et Lille, c'est la semaine prochaine. C'est bien en présentiel. À chaque fois, on est sur place. Et c'est un format qu'on essaye, un petit peu inédit, de questions-réponses, de démos live et des choses comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas des sessions traditionnelles. On va essayer vraiment de travailler, d'être en contact directement du public. Donc, si jamais vous avez des velléités à prendre un train et aller visiter l'une de ces villes, sait-on jamais. Alors, je vous le dis, ils me regardent tous à Paris en disant ouais, mais bon, on ne va pas aller dans ces 3 villes. Donc, évidemment, si en ligne, vous habitez dans l'une de ces 3 villes, on sera ravis de vous y accueillir dès mardi. C'est un format en journée, ce n'est pas un format le soir. Ça commence le temps de midi et ça finit avec un petit after work en fin d'après-midi. Autre news sur les événements, on fait un petit peu de pub, même s'ils n'ont plus de billets, que c'est plein, mais je crois qu'on peut y assister toujours en ligne. Dans 2 jours, jeudi et vendredi, il y a une grosse conférence qui s'appelle le Power Platform French Summit, dont le Club Power BI est partenaire, sur les sujets Power BI et de la Power Platform. Mais évidemment, la grosse partie de l'agenda, c'est Power Apps, Power Automate. C'est globalement la plus grosse conférence communautaire que vous pouvez trouver, je pense même en Europe. Elle est en français en plus, celle-ci. C'est gratuit, il y a juste à s'inscrire, mais par contre, vous ne pouvez pas y aller sur place. Il n'y a plus une seule place, donc vous pouvez voir que les sessions qui seront retransmises. Ça dure 2 jours, une journée business, une journée technique. Il y a un agenda de fou furieux avec des super speakers. Donc, on vous recommande vivement de regarder ça. Et évidemment, si vous ne pouvez pas, je pense, je ne veux pas m'avancer pour les orgas, mais que tout sera disponible en replay. Et donc, maintenant, c'est à toi, Mathieu. Hop, je te laisse, c'est ton ordinateur, je te laisse te débrouiller. Merci. Je pense avant, il ne va pas démarrer, mais je pense que. On est lapin avant à voir déjà. Alors, déjà, dans un format un peu particulier, j'ai décidé de ne pas faire de slide, de me servir uniquement du PowerPoint de la donnée qui est notre cher ami Power BI. Et on va voir aujourd'hui 5 cas que j'ai rencontrés où, en fait, la donnée ne nous donne pas tout à fait ce qu'on voudrait qu'elle nous dise. Alors, parfois, on a l'impression qu'on regarde quelque chose et finalement, c'est un peu de la manipulation d'informations. Alors, on y va. Je pose une première question. Voilà, un type exemple très classique. Bon, la représentation 3D. Pas difficile de savoir si c'est la part gauche ou la part bleue ou la barre orange, quelle est la meilleure. Donc évidemment, hein, si on dévoile sous vos yeux ébahis et on fait juste un petit histogramme format non 3D, eh bien on voit que finalement, c'est les oranges qui sont les plus grands. Alors c'est ça l'idée, hein, c'est un peu de vous montrer un peu des biais qu'on peut avoir dans nos rapports. Et pas forcément d'ailleurs que dans du Power BI, on peut retrouver ça dans des médias, dans pas mal d'autres choses, qui permettent d'éviter de se faire avoir sur certaines choses. On va commencer par le premier cas. Vous voyez, il y a marqué salaire. Je sais qu'en prenant salaire, je vais intéresser les gens. Alors, je vais vous poser une question. Voilà, j'ai trois graphiques. D'après vous, est-ce que j'observe les mêmes informations? Alors, je vais vous montrer, hein, on va faire un petit truc. Voilà. Si je prends par exemple ici 2020, d'après vous, est-ce que le graphique qui est ici est meilleur que le graphique qui est ici? Qu'est-ce que j'en déduis? Moi, si je vais voir mon chef et je lui dis, bon, j'aimerais bien être augmenté, parce qu'en fait, si on regarde vraiment Mathieu Rancilon, son salaire est très bas par rapport à celui de Jean-Pierre. Pas mal. Bon. En fait, il s'avère que les données sont exactement les mêmes. Si on regarde ici, le nom, le salaire, le nom, le salaire et le nom, le salaire. On a toujours les mêmes informations. Qu'est-ce qui va changer dans ces graphiques? L'échelle. On dit souvent, on va mettre, voilà, nettoyer vos graphes, faites du flat design, enlevez les échelles, etc. Oui, très bien. Sauf qu'en fait, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait commencer l'échelle à 25. Alors, petit rappel, hein, pour faire le format des visuels, on va dans ici. Donc là, on va regarder le y-axis. Et on regarde le x-axis, je sais plus. Où est-ce qu'il commence? Donc celui-là, il commence par défaut à 0, à 25, pardon. Celui-là va commencer à 25, celui-là va commencer à 0 et celui-là va commencer carrément à moins 5.
Donc, en fait, l'idée, c'est simplement d'augmenter l'échelle. Ça permet d'agrandir, en fait, les écarts qu'on peut retrouver. Bon, voilà, petite astuce. Si jamais un jour vous rencontrez ce genre de choses, vérifiez quand même les échelles. C'est toujours bien même de les fixer. On commence toujours une échelle à 0. On ne laisse pas forcément toujours le système faire ce qu'il veut. Allez, deuxième cas de figure, on va regarder des jauges. Alors ici, j'ai des jauges. Pareil, on voit que je n'ai pas mis d'échelle. D'après vous, les échelles, elles sont toutes à 5. Ça paraît logique. Hein. On voit qu'on a un 4 qui est arrivé ici. Et effectivement, elles sont à 5. D'ailleurs, on voit que ça évolue correctement. Sauf que là, le petit problème qu'on va avoir, c'est que, en fait, le maximum de ma valeur n'est pas 5 partout. Regardez. Si je vais là, vous voyez ici, j'ai un 6. Là, qu'est-ce que c'est? C'est des appréciations. Une appréciation, on la fait comme on veut. Une personne qui va mettre 6, ça veut dire qu'on a une échelle qui est sur 6, et pas une échelle qui est sur 5. Donc, pareil, même topo. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va mettre 6 à cet endroit-là, ou est-ce qu'on va mettre 5? Parce que là, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on a 3 graphes. On en a un qui va être sur, c'est bien les compétences relationnelles qui sont sur 6. On en a un et un autre qui sont sur 5, qui vont encadrer un qui va être sur 6. Donc là, dans ces cas-là, l'astuce, entre guillemets, c'est de ramener à la même échelle. Donc comment on ramène à la même échelle? Dans mon cas, ça va être simple. Je fais cette valeur multipliée par 6, divisé par 6, multiplié par 5. Je regarde ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer tout simplement par une mesure d'axe que j'ai faite. Donc, vous pouvez voir le code si ça vous intéresse. Un petit average X très basique. Alors, on pourrait le faire de plein de manières différentes, justement. J'aime bien titiller l'appétence de Tristan pour ça. Alors, hop, je remplace juste ça ici. Donc là, on voit tout de suite que j'ai un 5-10. Bon, très bien. Alors, on va juste changer la jauge et on va la mettre à 5. Là, on est bon. Alors, évidemment, en 2022, comme je suis assis, ça ne va pas, mais on va retrouver des choses plus intéressantes. Bon, troisième cas de figure. Donc, conclusion sur ce cas de figure-là, ça va être faites attention aux paramètres. En plus des paramètres, on peut se faire induire en erreur. Il y a aussi cette notion de ici, je me suis amusé, j'ai fait un petit graphique pour montrer que un tableau, ça permet de voir des choses. On en voit d'autres à cet endroit-là. Et du coup, on va en parler un petit peu de cette notion de tableau. Alors, jetez un coup d'œil ici. Alors, on le dit, on le répète sans arrêt que faire des tableaux sur Power BI, c'est pas. Voilà. Nous, quand on fait du Power BI, on aime bien faire des jolis graphiques, des choses. L'idée, c'est de poser la question, est-ce que vraiment c'est utile? Est-ce qu'on arrive à savoir, je pose 3 questions ici. Qui est le meilleur client? Qui est le meilleur consultant? Et en quelle année? Si je vous donne un tableau comme ça, la plupart des personnes vont lisser les yeux, commencer à regarder et analyser les données. Eh bien, on peut très simplement regarder un petit peu d'autres visuels. Par exemple, ici, je vais faire un focus sur l'évolution temporelle de mon appréciation. Je vais avoir du coup une courbe qui est la performance globale et les différents retours que je vais avoir. Et je peux voir, par exemple, dans un graphique comme ça, que globalement, la meilleure année, c'était 2020. Déjà, je réponds à cette première question. Quelle année j'étais le meilleur? Après, on peut se poser la question sur les clients. Sur les clients, faire un focus client. Alors ça, c'est un graphe que j'aime beaucoup parce qu'il donne en plus l'évolution de l'un par rapport à l'autre. Le graphe comme ça, je trouve qu'il est sous-estimé dans les rapports, mais par exemple, on peut voir que, en fait, ce client-là, à Vanade, Je peux le zoomer, oui, bien sûr. Ce client-là, à Vanade, eh bien, il est passé premier en 2021, il est repassé deuxième en 2022. Donc, dans un graphique comme ça, c'est assez intéressant de voir non seulement en quelle année ils étaient les meilleurs, mais surtout qui a été le meilleur et quelle est l'évolution qu'on peut avoir. Voilà, c'est des petites choses, mais finalement, par rapport à un gros tableau qu'on a là, on va quand même s'en sortir assez bien. Dernière chose, le focus consultant. Là, je vais regarder mon consultant. J'ai fait un camembert. J'ai fait un camembert. Bon, oui, j'ai fait un camembert, parce que de toute façon, je n'ai pas beaucoup de catégories, donc on va faire un camembert. Bon, il s'avère que là, j'ai un petit truc, c'est que, oui, j'ai un blanc. Donc, OK, on va jeter un coup d'œil à ce blanc. Justement, ça fait partie de mon 4e point. Alors, petit arrêt là-dessus. Il y a quand même des systèmes qui vous aident. Finalement, ça correspond à quoi? Qu'est-ce que je veux dire derrière ça? Il faut sélectionner le bon visuel par rapport aux données qu'on veut voir. Et donc, il y a des petits graphes comme celui-ci qui sont assez intéressants, qui permettent de voir, en fonction de ce qu'on veut montrer, on veut faire une distribution, est-ce qu'on veut comparer des choses entre elles, ça va nous diriger vers certains graphiques.
Et en fonction de ces graphiques, on va en faire, on tirer quelques conclusions. Donc, déjà, les échelles. Ensuite, s'assurer de comparer les mêmes échelles et les mêmes choses. Et ensuite, trouver les bons visuels. Ça va? C'est des choses basiques, en fait. Mais finalement, parfois, ça vaut le coup de les revoir. Alors, on va se faire un focus maintenant sur les blancs. Alors, quand il y a des blancs, je suis quasiment sûr que vous avez tous rencontré des blancs dans un rapport Power BI. Moi, j'ai toujours eu ce réflexe, quand je vois des blancs, de me dire, il y a un problème quelque part, et ce quelque part, en général, c'est au niveau du modèle. Très souvent, c'est de la qualité de données. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire une analyse de qualité de données. Alors, j'ai fait un petit tableau ici. Je vais zoomer du coup. C'est un petit tableau tout simple, mais imaginez que vous avez beaucoup de données. Là, je n'ai pas beaucoup de données, c'est facile. Là, vous faites juste un compte du nombre de lignes. Comme ça, vous savez combien de blancs vous avez dans votre. Et l'avantage, c'est que ce compte, eh bien, typiquement, on pourrait le définir. Et l'objectif, c'est d'avoir toujours 0 à chaque fois. Mon nombre de lignes, tant qu'il est 0, tout va bien. Dès qu'il passe au-dessus de 0, c'est qu'il y a j'ai un problème de qualité. Alors justement, on va regarder un peu cette qualité, d'où elle vient et qu'est-ce qui se passe. Alors, première chose, moi, je me fais toujours un tableau avec 2 colonnes qui sont les 2 clés de jointure entre mes 2 tables. Je monte les tables en question, je vais vous faire un tout petit focus sur le modèle. Pas compliqué, c'est une table de fait qui est appréciation et une table de fait de dimension, qui va être le nom. Bon, après, on en a une autre qui va être client, etc. Non, on va surtout se focus entre ces 2 tables-là. Donc, je vais faire juste une table avec le nom de la dimension et le nom, puisque c'est ce qui porte ma jointure, de la feuille. Et je vais regarder d'où viennent mes nuls. Notamment, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une dimension est censée être un référentiel. Donc, comme tout bon référentiel qui se respecte, il est censé être complet. Il est censé y avoir toutes les possibilités dans mon référentiel, tout du moins toutes celles que je souhaite. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un certain nombre de lignes en rouge, parce que pour moi, ce qui pose vraiment problème, a priori, c'est que mon référentiel n'est pas complet. Dans ce cas de figure, c'est du référentiel. J'ai aussi des blancs du côté de mes faits. Alors là, on va faire une petite analyse. Je vous montre très rapidement un petit graphique que j'aime bien faire, c'est celui-ci. C'est un graphique tout bête qui va me dire les blancs, donc c'est absent du référentiel. Ça va me sortir tous les nuls que j'ai alors que je suis en train de regarder par rapport à mes tables de faits. Là, par exemple, je vais pouvoir me dire, OK, Jean Dupont, il est présent dans ma table de faits, mais il n'est pas présent dans mon référentiel. Ça veut dire que soit Jean Dupont, il faut que je l'ajoute dans mon référentiel, soit c'est qu'il n'a rien à faire là. Quelqu'un s'est vraiment planté. Et ça arrive. Si on regarde, par exemple, juste en dessous, petit zoom, on regarde les réels, Jean-Pierre. Ah oui, là, il y a un souci. Ça n'a pas été très, très bien noté. Je pense que Jean-Pierre, quand il m'a donné son nom, quand il a rempli son nom, il n'a pas bien rempli son nom. Alors, peut-être qu'il n'a pas eu la formation, mais du coup, qu'est-ce que j'attends, moi, comme information? J'attends cette information. Jean-Pierre Riel. Donc là, je peux déjà dire en 2 coups d'œil que oui, en fait, Jean-Pierre, j'attends le prénom, puis le nom. Et là, Jean-Pierre, il n'a pas fait ce qu'il faut. Personne qui m'a donné les données, je ne sais pas. Très bien. Et bien, si on regarde aussi Tristan, alors Tristan quand même. Tristan avec un S, Tristan Malheur avec un S, alors qu'il n'y a pas de S quand même. Ah, c'est des cas pratiques. Donc, voilà, on se retrouve avec 3 noms qui sont faits des erreurs d'orthographe et un nom qui n'est pas présent dans mon référentiel. Alors, ce petit tableau que j'aime beaucoup, c'est qu'il reste sur mes pages. Alors, moi, parfois, je me fais carrément un dashboard, un rapport exprès de data quality. Comme ça, j'ai que des tableaux et c'est marrant parce que quand on monte ce genre de tableau, ils sont tous vides, normalement. Et dès qu'il y a une ligne dedans, ça m'envoie un message, alerte rouge, il y a un problème, etc. Enfin, l'avantage, c'est que du coup, ça m'alerte moi sur le fait que j'ai un problème de qualité sur mes données et je peux aller la corriger avant même que le métier s'en rende compte. Donc, c'est un petit tableau qui est assez simple à mettre en place. C'est juste, j'ai juste fait un filtre j'ai repris ce tableau-là et j'ai fait un filtre sur le nom de la dimension, le nom qui provient de dimension à blanc. Allez, je vous fais un autre tableau, le même genre. Celui-là, c'est absent du fait. Ça veut dire que là, on va regarder qu'est-ce qu'il n'y a pas dans mon fait et qu'il y a dans mon référentiel. En soi, c'est moins grave. C'est vrai que mon référentiel peut être trop complet. Donc, bon. Mais ça peut toujours être intéressant de se poser la question pourquoi c'est intéressant ce genre de petit tableau. Imaginez que Jean-Pierre vienne me voir en râlant je ne comprends pas, dans ton rapport, il n'y a pas mes données. C'est bien parce que du coup, je peux vérifier quand même que Jean-Pierre il a renseigné l'information ou pas. Évidemment, c'est pour ça que je vous ai mis ce graphe-là en premier, parce que celui-là, il permet d'avoir le détail tout de suite. Et ça peut être intéressant d'avoir ce genre de petit tableau, parce que là, on sait direct que c'est absent du fait.
Et dernière option, ça c'est si jamais vous avez beaucoup de lignes, même logique. Quand on a beaucoup de lignes, on fait juste un count. C'est un peu ce que j'ai fait de l'autre côté. Et on reprend la même logique. Le count, l'avantage, c'est que sur le service, je peux faire une alerting. Éventuellement, si je me fais un dashboard avec toutes mes data quality erreurs que je peux avoir, le nombre de lignes en erreur data quality, bam, je peux avoir, dès que ça passe au-dessus de 0, en fait, ça m'envoie un mail. Bon, évidemment, si je travaille avec des gens qui sont peu soigneux sur la donnée, je n'ai pas envie de me faire spammer de mails. Je ferai un autre truc. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'ici, je pense que c'est ça qui a fait sourire quelques-uns, c'est qu'on a non et non. Donc en fait, on a fait une jointure ici entre deux colonnes qui sont des champs de texte. Or, ce qu'on dit en formation et ce qu'on dit dans les bonnes pratiques, c'est qu'il ne faut pas faire ça. C'est pas bien d'avoir des champs de texte. Pourquoi? Parce que Power BI étant fait comme il est, Column Store Database, eh bien en fait, il gère, ça prend plus de place le texte, globalement. Alors de toute façon, j'ai toujours tendance à dire, moi, sur les petites volumétries, faites ce que vous voulez, ça passera très bien. Mais les bonnes pratiques, si on les met, si on a le réflexe de les mettre dès le début, quand ça évoluera dans le temps, ça évoluera bien, dans le bon sens. Donc là, ok, on va faire un truc, on va dire, on va changer la donne, on va faire une surrogate key. C'est-à-dire qu'on va faire une clé, on va remplacer ce nom, ce texte, par une valeur numérique. Je vais vous montrer comment on fait ça. Puis tant qu'à faire, je vais aussi faire quelque chose sur mon référentiel, je vais rajouter une ligne d'initialisation. C'est-à-dire une ligne où si jamais j'ai des blancs dans mes données d'une manière générale, ça ne m'affichera pas un blanc qui traîne, ça m'affichera un non renseigné, une vraie valeur, quelque chose que je veux afficher. Vous allez voir, il y a un autre piège, un autre écueil dans lequel on peut tomber et qui est assez intéressant d'un point de vue technique, c'est que là, quand on fait des genres de jointures, on est dans Power Pivot, dans un langage. Eh bien, on va switcher sur Power Query et maintenant, on va faire la même chose globalement, mais sur Power Query. Je vais vous montrer. Envoyer mon petit modèle. Alors, on va commencer par regarder notre table nom. Dans notre table nom, je ne sais pas si c'est assez gros, mais il n'y a qu'une seule colonne. La colonne nom. Bon, basique. Alors, ce que je vais commencer par faire, je vais rajouter une colonne d'index que je vais appeler ID nom. Colonne index. On va le faire commencer à 1, pas à 0. Ce sera plus propre. On va la renommer ID nom. Très bien. Maintenant, j'ai la clé dans cette table-là. Donc, ce champ-là, en fait, c'est celui que je voudrais récupérer dans ma table appréciation. Alors, rappelez-vous, j'ai dit que j'avais créé aussi une ligne d'initialisation. C'est une ligne qui va dire, en fait, l'ID non égale -1. Eh bien, ici, je vais mettre ce que je veux, notamment non renseigné. Alors, on y va. On va créer ça. Comment on fait ça? Et on va créer une nouvelle table, tout simplement. Enter data. Et on va reprendre exactement les mêmes codes qui sont là. Hyper simple. Non. À côté, ID non. Ici, on met non renseigné. Là, je mets ce que je veux. Et -1. La table. Alors, en général, j'aime bien les appeler comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Init non. Tac. Et maintenant que j'ai cette table init non, alors petit réflexe, je vais tout de suite désactiver le chargement parce que je n'ai pas besoin de cette information. Hein. C'est juste une information temporaire. D'ailleurs, j'aime bien en général dans mes données carrément garder un dossier pour les dimensions, un dossier pour les faits. Là, derrière, pour retrouver les informations. Maintenant, je vais retourner dans mon nom et je vais faire un append. Une union. Tac. Et pourquoi j'ai appelé ça init non? Parce que tous mes inits, ils sont au même endroit. Comme ça, si demain j'ai plein d'init à faire, j'ai pas de souci, je les récupère tous au même endroit et je n'ai pas trop à m'embêter. C'est une manière de faire. Hop. Et donc là, je me retrouve avec mon nom renseigné. D'ailleurs, c'est non renseigné. Oups, petite erreur d'orthographe. On va revenir là-dessus. Ah ouais, donc clairement. Où est-ce qu'il est mon init non? On va revenir. Le nom non renseigné. Le nom non renseigné, voilà. Alors, au passage, ça me permet de vous montrer cette petite astuce. Quand vous avez rentré des données à la main, quand j'ai découvert ça, je trouvais ça trop chouette. Imaginez, vous avez des données qui évoluent une fois par an. Pas besoin d'aller faire un fichier Excel que vous allez perdre en un an. Vous allez directement dans Power BI, vous créez, comme je l'ai fait avec Enter Data and Données. Vous revenez sur votre étape source. Donc, vous cliquez sur la petite roulette et là, vous pouvez renommer ou rajouter. Hein, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez rajouter dans votre référentiel des valeurs. Bon, nickel. Là, je retourne sur mon nom. C'est bon, ça affiche correctement. Alors, pardon, en ligne. Alors, on va maintenant s'intéresser à la partie appréciation.
Alors, petite spécificité, l'appréciation, je n'ai pas l'ID non. Donc, il faut que je le ramène. Il y a une fonction dans Power Query qui s'appelle le merge. Donc, je vais faire un merge. Je vais faire un merge entre ma table nom et ma table appréciation pour récupérer, donc basé sur la colonne nom, hein, et je vais récupérer ce fameux ID nom. C'est l'objectif, c'est de remonter ce truc. Bon, très bien, je vais faire OK, clac. Donc là, j'ai une colonne qui apparaît avec les dates, les tables qui vont bien. Enfin, derrière ça, il y a des données. Hein. On va le voir, justement, elles ne sont pas souvent renseignées. On se pose la question de pourquoi. Alors, je clique sur le petit bouton qui est là pour dire Expand, pour dire je vais récupérer de cette table les informations qui m'intéressent. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas prendre le nom parce que je l'ai déjà, ça ne me sert à rien. En plus, je vais plutôt avoir envie de le supprimer, ce nom. Et donc, je vais récupérer juste l'ID. Ah oui, sauf qu'en fait, ah oui, quand même, là, j'ai beaucoup de nuls. Bon, alors je vous ai dit qu'il y avait des problèmes d'orthographe. On commençait par s'occuper des problèmes d'orthographe. Effectivement, il y a des problèmes d'orthographe dans ma table de fait. Bon, eh bien, on va les résoudre. Commençons par s'occuper du petit Jean-Pierre. Alors, attention à ça. L'ordre est important quand on fait du Power Query. Petit rappel pour ceux qui le savent. Hein. Moi, je vais plutôt me placer avant le merge, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Faire une correction, c'est bon, le merge, il a déjà remonté des nuls. C'est avant que je vais le faire. Donc, je vais me placer dans l'étape précédente. Et je vais faire un petit replace value. Insérer un champ. Alors, il y a plein de méthodes, hein, il y a plein de manières de faire. Ici, donc, là, je vais prendre ce Jean-Pierre Riel comme ça, et je vais mettre correctement son H au bon endroit. Pas comme ça, pas au bon endroit. Ah là là. Ce H, Jean-Pierre, je te jure. Bon, voilà, donc là, on a déjà une correction. Au passage, je reviens à mon étape, et je vais regarder ce qui se passe. C'est pas le bon, c'est ça? Ah là là, c'est pas le bon. Je vais jeter un coup d'œil à ce nom, là, on va le récupérer directement. Il est où mon tiret? Ah ouais, c'est ça. Bon, on va faire plus simple. On va prendre carrément Jean-Pierre comme ça. Et on va revenir ici. Là, je vais revenir dans mon replace value et le remplacer directement. Bon, très bien. Donc là, on va voir, et normalement, voilà, tu commences à voir apparaître un Jean-Pierre. On va continuer, hein, je vais le faire assez rapidement maintenant. Donc le réel Jean-Pierre ici, on va le remplacer aussi. Donc, paf, replace value, hop, hop, hop. C'est avant. On a un premier réel qui est là, hop, link4 qui est remplacé. On va prendre link5. Il a changé. Alors, il y a une autre méthode qui est encore peut-être plus rapide, hein, qui consiste à faire une nouvelle colonne directement. Et en fait, c'est une colonne conditionnelle et on met directement si ce l'empire est comme ça. Comme ça, on met toutes les informations dans une seule étape. Ça vous évite d'avoir un stock de replace value qui traîne à ce moment-là. Bon, OK. Ça va, j'ai vu le petit Jean-Pierre arriver ici. On va retirer son S à Tristan. Où est-ce que tu es, Tristan? Ah. Replace value. Oui, on y tombe vite dans le petit souci du replace value, hein, de l'étape mal placée. Allez, hop, tac, tac. Et je sais ce que vous dites derrière. Il y a un autre truc qui manque, effectivement. Donc là, on commence à être pas trop mal. Maintenant, on va faire autre chose. On va regarder un petit peu pourquoi est-ce que pour certains Mathieu, alors ça c'est étonnant parce que Mathieu est dans mon référentiel pourtant. Là, si je regarde ce Mathieu-là, j'ai un nul. Alors là, je me pose la question. Pourquoi j'ai un nul à votre avis? Ouais. Pas mal hein, l'espace, hein, le fameux espace fourbe qui traîne comme ça dans nos données. Et effectivement, si on regarde, alors méthode très simple, hein, vous sélectionnez votre champ et vous regardez ici, et vous le voyez tout de suite l'espace. Il est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va revenir à notre espace. Alors, pour le coup, j'aime bien vraiment stocker toutes mes replace values au même endroit, comme ça je sais que j'ai une étape de replace value. Alors, je vais me replacer plutôt ici et je vais faire un clean de mes espaces, donc transform data, format, trim. C'est en anglais, mais c'est nettoyer les espaces. Ah, et là, je vois apparaître à nouveau des valeurs. Bon, OK. Alors, au passage, j'ai dû. Ah oui, c'est drôle ça. Je vais le mettre là, celui-là. Ce sera plus simple. Pourquoi? Parce que j'ai fait un replace. J'ai enlevé mes espaces et après, j'ai remplacé mes valeurs. Du coup, il ne retrouve plus mes valeurs. En bref. De toute façon, là, on devrait être pas mal. Eh ben non! Ah, le fourbe. Alors, où est-ce que tu en es, toi? Donc, hop, le Jean-Pierre réel, on va le corriger ici. Oui, quand tu commences à m'énerver sur Power Query, en général, je vais très vite dans la barre de formule.
C'était beaucoup plus rapide, hein, parce que mine de rien, au bout d'un moment, on n'est pas là pour quand même finir et manger des pizzas. Alors, là, on commence à être pas mal. Il y a le 4, il y a le machin. On va commencer à regarder pourquoi j'ai des nuls. Avec ça, on va voir. Alors, ça c'est un truc que j'adore. C'est le genre de petit truc. Quelle est la différence entre mon Patrick la grenouille qui est là? J'ai fait exprès, hein, Patrick la grenouille, sacré coquin. Et ce Patrick la grenouille qui est là. Ouais, c'est fou, hein. Mais en fait, ça posait pas de problème quand j'étais dans. Alors, pour ceux qui sont en ligne, hein, il y a un G majuscule d'un côté et il y a un G minuscule de l'autre. Et oui, et en fait, c'est complètement fou parce que ça veut dire que dans Power Query, il tient compte de la casse, et dans Power Pivot, il n'en tient pas compte. Vous voyez le biais qu'on peut avoir. D'où l'intérêt de passer par une surrogate key. Parce que du coup, vous utilisez un système qui est un peu plus performant pour faire des jointures, parce que Power Query, du coup, il tient compte de ça. Donc, il va vraiment chercher la valeur exacte. C'est pour ça qu'il m'a embêté avec les espaces, qu'il m'embête avec les majuscules, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, comme d'habitude, on va récupérer le Patrick Lagrenouille qui est là. On va refaire notre changement de Patrick Lagrenouille, qui est au bon endroit. Et là, on devrait être pas mal. Tac. Bien. Donc là, si je regarde, j'ai quasiment tout fini. Il m'en reste juste un. Et le 1, c'est le Jean Dupont. Alors, le Jean Dupont, c'est quoi le problème ici? On l'a vu tout à l'heure. Hein. Il n'est pas dans le Il n'est pas dans le référentiel. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Soit je vais taper sur Jean Dupont en disant tu t'appelles pas Jean Dupont, tu t'appelles Patrick Martin. Enfin, tu t'appelles Tristan Malherbe, enfin bref, peu importe. Soit je le rajoute dans mon référentiel. Donc, pareil. Donc là, si on veut le rajouter dans le référentiel, faisons les choses bien. On va le rajouter dans le référentiel parce que c'est pas trop idiot. On va juste faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. Double-clic ici et on le rajoute direct. Alors, petite chose intéressante, c'est que comme je le mets dans l'étape source, mon index, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rajouter une valeur d'index. Comme c'est automatique, on a la main en fait. Ça qui est bien aussi là-dessus, sur les surrogate keys, c'est qu'on a la main sur cette partie de la clé. Donc, on ne risque pas de se faire avoir par un système qui va nous rajouter la même valeur d'index, par exemple. Il va nous rajouter une clé, en fait, et on se retrouve avec un doublon, et puis finalement, le système nous dit non, je ne peux pas me rafraîchir parce que j'ai un doublon. Voilà, vous ne pouvez pas, c'est vous qui le créez. Donc, a priori, c'est pareil. Bon, très bien. Allez, on a fini là-dessus. On a juste à faire close on apply. Et pendant qu'on fait close on apply, est-ce que vous avez des questions sur ce système? Alors, tout va péter, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Puisque, même pas d'ailleurs. Dans ce cas-là, j'ai oublié de la supprimer, donc ça va le faire. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a quand même des choses qui ont changé. Il y a pas mal, il n'y a aucune valeur qui est nulle. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le système? Tout simplement, hein, il a remplacé la valeur que j'avais là. Il n'a peut-être même pas fait d'ailleurs. Il n'a pas fait. Il a ID non. Il avait une relation qui était déjà existante, donc il n'a pas supprimé. D'habitude, en fait, ce que j'avais prévu de faire, c'était de supprimer le nom. Comme ça faisait tout péter. Parce que c'est vrai que la bonne pratique, c'est de supprimer la valeur textuelle derrière dans ma table de fait. Ça, je ne l'ai pas. Et je m'en sors bien. Là, je reviens ici. Et je vois que globalement, j'ai plus d'erreur. La preuve, hein, j'ai plus d'absents du référentiel. Là, j'ai des absents dans ma table de fait. Bon, il y a une certaine logique. Alors, c'est logique aussi, ça, dans le sens où, quand on fait un truc comme ça, en général, Power BI, il nous l'affiche. C'est-à-dire qu'il nous affiche systématiquement les choses. C'est mon prochain point. Je vais juste conclure sur ce point-là. Donc, quand on veut passer au Power Query, quand on va finir là-dessus, la conclusion sur ce point 4, c'est donc faites attention aux données qui sont fausses et trouvez le bon moyen pour les corriger. Et surtout, évitez de les corriger one shot. On conseille ça. Essayez de trouver des systèmes qui vont vous les remonter au fur et à mesure qu'elles vont apparaître. Parce que le bon système de données, c'est un système le système parfait, c'est celui qui corrige les données automatiquement. Mais il n'existe pas, en fait. Hein. La plupart des données, en général, sont saisies à un moment donné à la main. Et qui dit à la main, dit potentielles erreurs de saisie. D'ailleurs, ça vaut le coup de les traquer, comme ça, après, on peut faire en sorte d'éduquer les personnes qui saisissent à la main à bien les saisir. Sinon, elles commencent à se dire qu'elles peuvent écrire n'importe quoi, ça corrige les données, c'est magique. Je sais plus avec ce petit bout du micro. Ouais, en fait, ce que Mathieu vient de dire, donc c'est important, c'est d'être le plus malin possible dans ces étapes de transformation. Et notamment, le grand classique, vous dites, ouais, mais faire les replace value, au bout d'un moment, je vais en avoir 250. Et puis si je dois en rajouter un, je suis obligé de revenir sur le truc. En fait, utiliser un
table de dictionnaire avec les 2 colonnes, colonne fausse, colonne bonne. Vous mettez ça dans un Excel, un SharePoint, un fichier CSV, peu importe, mais au moins ça vous évite de revenir dessus. Et là, il y a plusieurs façons, soit une jointure, soit on fait un petit peu de M pour faire un truc un peu plus propre avec des listes et des replaces et une boucle. Mais globalement, c'est ça être malin en fait. C'est de se dire, mince, je vais peut-être pas le faire 50 fois, je vais le mettre à côté. Et d'ailleurs, ça rejoint, et je te rends la main juste après, ce que tu disais sur la qualité des données et les référentiels, c'est d'avoir ces référentiels et ces dictionnaires dans votre système data, enfin voilà, dans vos sources de données. Et Gros sujet. Les données chez les clients, elles sont super propres. Il y a un super master data c'est manager. justement parce qu'on a des super développeurs Power BI derrière qui nettoient tout ça. Non, ceci dit, c'est vraiment la notion de référentiel chez les clients, c'est prépondérant. Parce que souvent, en fait, ce que font les gens, c'est qu'ils vont recréer leur petit référentiel dans leur coin. Et le pire qu'on puisse avoir chez les clients, c'est d'avoir plusieurs référentiels qui parlent de la même chose, mais différentes. Yes. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors du coup, pour reprendre pour ceux qui sont en ligne, l'idée c'est de faire en fait d'utiliser Power Query pour faire du left anti-join ou du right anti-join du coup, pour remonter exactement ce qui est faux. Et donc faire des requêtes dédiées à la qualité de la donnée, ce qui est aussi très malin et qui permet d'avoir du coup ce rapport dédié à la qualité de la donnée, comme tu disais, comme je disais tout à l'heure. Moi, je peux très bien baser sur le dataset. Je vais avoir un rapport Power BI avec un dataset. Souvent, d'ailleurs, on décorrèle le dataset du rapport et comme ça, je peux faire un autre rapport de qualité, vraiment orienté qualité sur mon dataset. Que ce soit d'ailleurs avec cette méthode-là ou une autre. Alors après, il faudra voir au niveau des perfs si créer des tables comme ça pour tous ces référentiels en doublon, ce sera pertinent ou pas. Ça dépend peut-être des dimensions qu'on a, enfin du nombre de dimensions, ce genre de choses. Et oui. En fait, de manière générale aussi, le message qui est derrière ça, c'est qu'il faut anticiper quand on fait du Power BI, toujours anticiper sur ce qui peut se passer. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude quand on fait du Excel, parce qu'Excel, c'est assez figé. Une fois qu'on a mis les données, elles sont mises. Certes, on peut faire des bêtises avec les calculs, on peut faire des recherches V, des machins. Oui, mais les données, elles évolueront pas. Il n'y aura pas des nouvelles lignes au fur et à mesure. Sauf si vous faites de la consolidation de fichiers Excel avec du copier-coller, rajout de nouvelles lignes, etc. Mais dans Power BI, les nouvelles lignes, vous ne les voyez pas arriver. Il n'y a pas de moment où vous faites un copier-coller, vous étendez les formules et vous voyez qu'il y a un problème. Power BI, c'est lui qui va vous le dire. Et en général, c'est assez violent parce que c'est en mode en fait, ça ne marche pas. Salut. Voilà. D'où l'intérêt un petit peu de cette petite technique, parce que ce serait bien que ce soit un système qui vous dise ça ne marche pas, avant que ce soit votre patron ou votre client ou votre métier qui a saisi les données qui vous le disent. Voilà. Vous savez, le 30 décembre, juste avant la clôture, à 2 h du matin, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bon, voilà. Alors, donc, voilà la petite astuce pour le surgate. Alors, je vais finir avec une dernière astuce, le dernier cas, et ça me permet de vous montrer autre chose. On va revenir un petit peu à nos salaires. On revient à nos salaires. Du coup, j'ai un peu retravaillé la page de salaire. Mais je n'ai pas fait grand-chose, j'ai mis 3 visuels. Sauf que qu'est-ce qu'on voit sur ces 3 visuels? On voit qu'en fait, Patrick Lagrenouille, il n'a jamais été évolué. Il n'a jamais été augmenté autant que les autres. Donc finalement, conclusion, qui est-ce qu'on doit augmenter? Ça dépend. Si moi je suis le patron de cette boîte, je vais dire Patrick, je vais t'augmenter. Oh non, Mathieu, tu vas attendre un petit peu. Donc on va voir un petit peu cette logique-là. Alors maintenant, je vais faire un focus très rapide sur ça. Donc là, j'ai un slicer avec tout le monde, y compris Marie Aubert, je ne cite personne, tout nom fictif, et Martin Pascal. Ces 2 personnes n'ont pas de données dans ma table de faits. Désolé Marie, mais il n'y a pas de salaire pour Marie, pas de salaire pour Pascal. Et la plupart du temps, ça dérange. Quand on voit les métiers, ça les dérange. Ils aiment bien que l'information qui est derrière, ici, c'est que quand il y a de l'information derrière. On voit que, là, en tout cas, on va voir que Jean-Pierre Riel, Mathieu Rantinan, Patrick Lagrenouille ou Tristan Malher. Surtout les utilisateurs qui viennent de ClickSense. Ah, mais ça c'est un truc. Donc, qu'est-ce que font la plupart des gens? C'est en fait, ils me justifient dans des rapports des relations bidirectionnelles avec ce genre de choses. Oui, non, mais comme ça, du coup, ça filtre et ça me permet d'avoir. Il y a une histoire. Mais le problème, c'est que derrière, après, ils ont une nouvelle information qui doit arriver sur leur rapport. Ils essaient de faire la connexion. Ils font ah non, mais ça ne marche pas parce que du coup, relation circulaire et du coup, je ne peux pas le faire, donc je ne peux pas. En fait, il y a une méthode beaucoup plus simple. Il y a une petite astuce, mais quand même, il faut la savoir. Elle est quand même vachement pratique, celle-là. C'est que on peut ajouter un filtre sur ces visuels
Et c'est là où il faut être malin. Il faut ajouter le filtre qui va bien. Là, je suis en train de regarder les salaires. Donc, je vais faire un focus sur les salaires. Donc, je vais créer juste un simple count rows pour avoir le nombre de lignes de ma table. Et je vais glisser ce nombre de lignes-là ici. Et l'avantage de ce truc-là, c'est que si je dis bah, le nombre de lignes doit être tout sauf nul, donc is not blank, eh bien là, je vois exactement ce que je veux. Cette petite astuce, elle vous évite quoi? Bah, elle vous évite d'avoir un modèle avec du bidirectionnel. Oui, j'ai du many-to-many, je sais. Tu l'as vu. Hein. Ça pose des problèmes dans la détection des blancs. Je ne sais pas si tu sais ça. Bah oui, c'est pour ça que j'avais dû. Ah oui, il faudrait que je ressorte ce rapport. J'ai un autre truc rigolo avec ça. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est une petite astuce quand même vachement pratique pour pouvoir se limiter à uniquement le périmètre qu'on regarde. Par contre, méfiez-vous. Si vous commencez à avoir plusieurs tables de faits, là je n'ai fait que le nombre de lignes de la table de faits que j'analyse, qui est le salaire. Et si je commence à croiser mon salaire et mes appréciations, que je peux faire hein, techniquement, hein, parce que bon, si on regarde, j'ai l'année, j'ai tout ce qu'il faut. Et bien, si je prends, par exemple, allez, on va faire les compétences, normalement, je dois avoir un truc, voilà. Avec le modèle est nickel. Tac, le salaire. Hop, on va prendre le petit salaire, la basique. Voilà, on peut voir que globalement, l'appréciation des salaires, déjà, d'un point de vue d'échelle, ça ne sert à rien de comparer ça, peu importe. Mais en tout cas, ça marche. Le problème, c'est que j'ai pas forcément les personnes qui ont donné, qui ont le salaire, ne sont pas exactement tout le temps les mêmes que celles qui ont donné des appréciations. Il peut avoir un décalage de référentiel. Et donc, dans ces cas-là, c'est là où on peut être piégé par ce système. Si on met un nombre de lignes is not blank pour l'appréciation et pour les salaires, ben on va réduire encore, et on peut peut-être trop réduire du coup, parce que du coup, la personne qui cherche son salaire mais qui n'a pas d'appréciation, ben, elle ne le verra pas. Elle ne verra pas l'option de filtrage. Encore une fois, il faut garder ça en tête quand on fait cette astuce-là. Et donc, pour conclure sur cette dernière solution, ben voilà, faites gaffe et affichez seulement les champs voulus, sans faire du bidirectionnel. Ce n'est pas nécessaire pour vos filtres. J'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on discute? Est-ce qu'il y a des remarques ou des interventions dans le chat? Pas plus que ça pour l'instant, mais tu peux. Dans le chat, Comme on a dit, dans le chat, l'idée c'est faire une petite conclusion et puis c'est potentiellement que vous participiez, vous partagez aussi les cas aberrants que vous avez pu voir dans des données où finalement elles ne sont pas ce que vous croyez être et l'astuce que vous avez pu faire. pas de nouveau. Tu peux répéter pour le chat? Alors, il y a une remarque donc, sur la partie Power Query. On a la possibilité de faire du fuzzy matching sur les jointures. Je vais vous montrer le C là. Donc, si on va là-dessus, par exemple, je vais revenir sur ma petite jointure appréciation. Ouais. Alors, c'est là. Donc, quand on est dans l'option du merge, on a la fameuse Use Fuzzy Matching. Et on a les options, notamment in your case, match with combine, machin, etc. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Déjà, peut-être rappeler ce que c'est, parce qu'avant de cliquer sur un bouton, c'est peut-être de savoir ce qui se passe derrière. L'idée du fuzzy matching, c'est qu'en fait, il va calculer, on appelle ça une fonction de distance. Je ne sais plus quel est l'algo qu'il y a derrière, mais globalement, il va se dire, ces deux noms-là se ressemblent, je pense que c'est pareil. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là qui est utilisé par Power Query, mais bon, il y a des différents algos qui existent dans le monde pour pouvoir faire ça. Le problème, c'est que c'est vraiment à vos risques et périls. Moi, c'est ça. À chaque fois qu'on m'a posé la question, j'ai dit je ne le recommande pas. Parce qu'en fait, on perd totalement la main sur ce qu'il peut y avoir. Donc, potentiellement, Riel, R-I-H-E-L, existe peut-être dans votre référentiel. Et s'il pense que c'est l'autre, donc en fait, on a vraiment un souci où potentiellement, on va induire d'autres erreurs en voulant en corriger d'autres. Donc, c'est assez difficile. Donc, en tout cas, dès l'instant où on va parler de référentiel, pour moi, je dis c'est à éviter. Ce qu'a montré Mathieu, c'est très bien. On essaie de nettoyer ou cleaner ces données pour se rapprocher d'un référentiel déterministe. Donc, pour moi, on essaie d'éviter le fuzzy matching. Je peux rajouter quelque chose? Vas-y, bien sûr. Le fuzzy matching, il pose aussi des problèmes de performance. Hein, il est assez coûteux, surtout si vous avez beaucoup d'occurrences et beaucoup de cardinalité. Et j'aime pas trop ce type de fonctionnalité parce qu'on est vraiment dans
Vous avez des problèmes de qualité de données, c'est pas grave. Power BI va s'en occuper automatiquement, de manière peu transparente. Et c'est pas forcément une bonne idée d'aller sur ce terrain-là. Moi, j'encourage plutôt les gens, les utilisateurs, à creuser. Pourquoi j'ai ce problème de qualité de données? Est-ce que j'ai des problèmes de process? Est-ce que j'ai mal saisi mes données dans mon CRM? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je corrige des choses en amont plutôt que d'essayer d'utiliser des algorithmes bizarres pour me donner l'impression que tout va bien? Vous voyez, donc c'est plutôt dans ce sens-là. Et dernier point, de mon point de vue, ce truc-là est ce qu'on appelle un Gartner feature. C'est-à-dire que c'est un feature qui est là pour faire plaisir aux Gartner, pour dire regardez, on a mis un peu d'IA et de machine learning dans Power BI, et comme ça, c'est génial. On peut faire des fuzzy matching, etc. Ça se trouve, c'était un truc qui était demandé et qu'il fallait cocher dans le Gartner 2021 ou 2020 pour prétendre être un leader de la BI. On ne sait pas. Mais pour moi, ça en fait partie. Adoption inférieure à 1% chez les clients de ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah bon? Je suis sûr qu'il y a un gros client qui faisait du SSIS, qui faisait le fuzzy matching dans SSIS. C'est une feature qu'il y avait déjà dans 12 outils de Microsoft avant. Okay, et ça ressemble, enfin, on le dit souvent avec Tristan, depuis qu'on fait les meet-up, on essaye d'analyser. Alors, on ne dit pas qu'on sait, mais on n'est pas Microsoft, mais des fois, on essaie de deviner pourquoi ils ont fait telle ou telle façon. Et moi, je pense que cette feature existait dans SSIS. Et moi, je sens bien un gros client qui veut migrer et donc qui toque à la. Donc, quand on dit gros client, quelqu'un qui est capable d'aller au niveau de Satya Nadella ou à peu près à ce niveau-là et de dire oui, nous on veut migrer, mais votre outil est tout pourri. Donc, hop, d'un coup, il y a des features comme ça qui arrivent. Peut-être, ou en effet, peut-être tout simplement parce que. Un peu des deux. Bon, donc, la réponse courte, parce qu'on a digressé. Alors, on n'a pas la vérité absolue. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Nous, en tout cas, à y faire très, 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 très attention. Peut-être faire un sondage dans la salle. Qui utilise le fuzzy matching aujourd'hui régulièrement sur ces modèles? Les utilités référentiels pays. Ah oui, Du coup, on a une certaine garantie. Et les algorithmes de fuzzy matching, en fait, on est déjà sur ce type de. C'est un bon use Je suis pas case. sur des référentiels de noms, parce que les noms, c'est quelque chose de très. Dans une base, on peut avoir des personnes. Donc, ça va être beaucoup plus vraiment sur les common differential, des choses que vous pouvez. Un peu n'importe où. Des produits, des référentiels produits pour des entreprises qui n'ont pas beaucoup de. Donc, je reformule pour le chat, donc si je le dis mal. Mais en effet, sur certains référentiels qui sont bien répandus, donc les pays, normalement, tout le monde utilise les mêmes. On vit tous sur la même planète. Globalement, en fait, ça. Le Listembourg. Est-ce que le fuzzy matching trouverait le Listembourg? Donc, en effet, ça paraît intéressant. Mais je ne l'avais pas vu sous cet angle, mais en effet, ça peut être c'est un très bon cas d'usage du fuzzy matching. Pour avoir testé les deux, moi, sur la ressemblance de noms de sociétés. CRM de client qui a des noms de sociétés par rapport à un référentiel de noms de sociétés. Ou SSIS, justement, avec Fuzzy Lookup, on peut faire des tas de paramétrages, des tas de réglages très fins. Avec ça, ça ne marche pas. Ouais. Au boîte noire. Ils n'ont pas vraiment produit ce qu'il y avait dans SSIS. Non. Justement, pour faire ce côté boîte noire que tu disais, où il faut faire attention, de se dire, hop, je coche sa case, super, ça me nettoie mes données, j'ai plus besoin de vérifier. On est bien d'accord, retenez bien une chose, les données doivent être propres en amont. C'est pas normal qu'il arrive un moment dans votre système. Process. Avant qu'on prenne peut-être d'autres questions, moi je te propose, Mathieu, de refaire un peu les 5 leçons, au moins rappeler. Moi j'ai noté, tu vas me dire si j'ai bien pris les bonnes notes, j'ai tout mis sur LinkedIn, que j'ai pas mis de bêtises. Alors, La leçon numéro 1. Faire des bookmarks, non. Leçon numéro 1. Échelle. Ne retirez pas trop d'informations sur le visuel. Les paramètres sont importants. J'y dis échelle, mais c'est pas que. Oui, on était autour de l'échelle, mais globalement, ça a montré que le fait de ne pas avoir d'échelle était aussi des fois un problème. Un peu problématique. C'était Leçon numéro 2. Ce que vous voulez faire. Leçon numéro 2. Et j'en ai loupé, voilà, c'est ça. J'ai la 1.5. Faites gaffe au calcul. Donc là, c'est de renormaliser finalement une métrique. Parce que finalement, si elle n'est pas normalisée, potentiellement, les visuels vont produire le rapport va produire des résultats bizarres. Donc c'est celle-là que j'ai manqué, que je vais remettre ça.
Et Ensuite, on avait choisir le bon visuel. voilà, Là, tu avais exactement. un truc très expressif avec justement l'évolution sur les années. Par rapport au tableau, c'était pas très lisible. Ensuite, on avait la gestion des blancs, et donc globalement de la qualité de données. Donc, Traquer les données fausses, hein, de manière générale. oui, le premier point, tu as démarré avec les blancs, mais justement, les blancs sont induits parce qu'on a C'est une donnée fausse. Pour terminer avec justement ce côté, alors non, ensuite il y avait les surrogate keys. C'est ça. D'ailleurs, si Dedans, on il y a fait des de surrogates. la BI depuis longtemps, le fameux non renseigné, on appelait ça, si jamais vous l'entendez dans la littérature, le unknown member, le membre inconnu, en tout cas l'élément de référentiel inconnu. Finalement, tu fais ressortir des techniques qui ont 30 ans, pour le coup. Et la leçon numéro 5, d'afficher les éléments de la dimension avec les données dans vos slicers. Donc là, sans faire de bidirectionnel, simplement, je vois avec les notions des filtres. J'ai bien résumé. Ça me paraît bien. Ouais. Il me manquait juste, en effet, la normalisation des données. Ce qui fait qu'au final, tu en as 6. Hein. Ouais, j'ai un petit bonus Ça fait- sur Getty, quoi, mais ça reste quand même de la détection de données. Il y a le petit bonus. Est-ce que vous avez des choses à partager? Parce que l'idée aussi des Unitap, hein, on reprend le présentiel, donc on vous fait participer. Je vais aller voir sur le chat s'il y a des gens qui partagent des bonnes astuces. Est-ce que vous avez un exemple? Donc merci pour l'exemple du fuzzy, un bon cas d'usage du fuzzy. On a Emric tout à l'heure qui partageait aussi sur les référentiels. Est-ce que vous avez un exemple là, qui vient, une anecdote? Je sais, c'est pas préparé, on ne vous a pas prévenu à l'avance, mais qui ne soyez pas timide. Une anecdote d'un moment où vous avez vu un visuel, ou en tout cas vous avez vu un rapport, et il ne représentait pas exactement ce que vous imaginiez, et comment vous avez corrigé ça, comment vous avez amélioré le rapport. Est-ce que certains de vous veulent le partager? Pas une obligation, hein, vous en faites pas, vous aurez quand même de la pizza. Même si je ne suis pas sûr que ce soit des pizzas ce soir. Et en ligne, est-ce qu'on a des. Non, c'est très calme. C'est très très calme. C'est l'heure de- On se croirait en vacances. presque. Par contre, ça serait intéressant de montrer où on peut trouver ce graphique qui permet de choisir le bon en fonction de ce qu'on veut faire. Alors, Où est-ce qu'on peut le trouver sur Internet? moi, je l'avais dans un slide. La recherche de... Et quand tu fais le problème, c'est qu'il y a différentes sources. Tu l'as la source? Non, je ne pourrais pas la retrouver comme ça en un coup d'œil, mais je l'avais trouvé sur Google Images. Je la trouve. Alors, je sais qu'il y a plein de sites sur Visual WTF ou des choses comme ça, on peut le retrouver. Mais j'avais cherché pour En what the fuck, ça. je pense avoir la règle d'origine. C'est toujours un peu plus problème avec ces 2006. Quelqu'un qui s'appelle, alors je ne connais pas son prénom, parce que c'est A.Abella. À l'époque, c'était la plus ancienne source que j'avais trouvée. Mais sinon, je pense que si tu tapes dans un moteur de recherche how to choose the right diagrams, the right data viz, globalement, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de sites qui traitent de la data viz et qui vous donnent des exemples pour choisir la bonne vis, pour bien la configurer, trouver les éléments. Si je viens de database. Voilà. Et moi, là-dessus, un database. Ça date de 2006, hein, c'est pas. De toute façon, la data viz n'est pas. Enfin, toi, tu l'as récupéré là. Est-ce qu'il cite la source? Ah, t'as celui-là qui intéresse. Ouais, mais ça doit revenir à peu près au même. Tu partages plus par contre. Hein. Oui, non. Tu dois partager. Je pense que c'est le machin qui est mis en veille. Non, c'est parce que je pense que tu as quitté le départ. En ligne, non. Ah non, c'est Pierre Emmanuel qui a sauté mon petit paramètre. Pour revenir, excusez-moi. Ça arrive. Ah, j'ai juste tapé Decision Data sur Google et je trouve le truc directement avec ML pour. Donc, vous allez dire.
En fait, vous allez dire ce que je voudrais afficher, c'est des données numériques. Et Ouais. une fois que vous avez choisi, il va vous mettre plein de visuels. Alors, il va un peu au-delà de ce qu'on va avoir dans Power BI en termes de visuels, ce qui assiste un peu plus. Ouais, et il s'appelle comment? Ouais. Data-de 6, zone-de 6 encore, is. Data to viz. C'est celui-là? Ok, merci pour ce partage. Je vais tout le mettre dans le chat. Attends, je vais. Non, Tristan, on va mettre, t'inquiète. Non, non, bah, super. Après, c'est vrai que c'est un point important de. Bah, c'était l'une des leçons de Mathieu de choisir la bonne vise. Après, il n'y a pas de règles formelles. Il y a plein de gens qui ont fait des bouquins, des études, etc. Est-ce qu'il faut absolument suivre ça? Les gens les jugent, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ça peut donner des idées. Ce qui est sûr, c'est que évidemment, il y a certaines vies qui vont être plus adaptées que d'autres. Il y a des règles à ne jamais franchir. Les graphes en 3D, par exemple. Il est évident que ça ne sert strictement à rien. Enfin, c'est hormis à illustrer des films des années 80, quoi, avec Douglas dans Wall Street ou des choses comme ça. Mais pour moi, ça n'a pas de sens technique. Intéressant, je ne connaissais pas. Faire un exemple. Ouais. Ouais, on va. Ah, c'est ici, on sélectionne. Voilà. Ouais, si on regarde par exemple Les salaires. un salaire, Voilà, voilà. qui gagne le plus? Alors, on va avoir plusieurs, hein, c'est vraiment le numérique. Est-ce que c'est ordonné? Ben oui, c'est plutôt ordonné, hein. Il y en a qui gagnent plus que d'autres. C'est typiquement l'exemple qu'on va voir. Je le découvre avec vous. Et du coup, ils vont nous représenter plusieurs choses. Oui, alors là, par contre, moi, je travaille beaucoup sur le nombre de catégories qu'on a en fait. Là, il parle de une ou deux catégories variables. Oui, non, en fait, on a une, c'est le salaire, par exemple. Ouais, d'accord, c'est ça. Il y a plusieurs axes en fait. Ouais, donc voilà, finalement, histogramme, on peut le retrouver ici. Si on en a deux, on va faire un histogramme avec, j'imagine, une nuage de points, légende. Ouais, le nuage de blanc n'est pas si évident à comprendre que ça, hein. C'est pas le visuel le plus commun. Pour les experts. C'est un peu très statistique. Par contre, ce qui manque peut-être dans ce site-là, c'est qu'il se concentre sur la valeur qu'on veut mettre en avant, mais il manque le fait si je veux comparer les choses. Alors, c'est peut-être dans catégorie, ok, c'est peut-être ça. Catégorie, je vais avoir des catégories où. C'est la story. Vous avez aussi un rapport Power BI qui avait été fait par un ancien MVP qui est maintenant chez Microsoft, SQL Jason, et qui avait fait un rapport Power BI où justement tu pouvais choisir les catégories, etc. Il est super celui-là. Si tu tapes Financial Times Power BI SQL Jason, tu vas tomber dessus. SQL Jason, je pense en un seul mot. Voilà, vas-y, prends-le premier là. Moi, je m'en sers beaucoup de celui-là. Et tu peux. Ça, c'est un rapport BI. Tu descends un petit peu. Tu peux. Direct link, vas-y. Ouais, au plein écran là. Et en fait, tu choisis ce que tu veux visualiser. C'est des bookmarks, hein. Et en fait, il vous redirige. Ça, il est vachement bien, je trouve. Propre à Power BI. Avec soit des visuels natifs, soit des C'est souvent, t'as pas de. Et c'est vrai que les custom visuels peuvent. Ça me fait penser à quelque chose. Ouais. Bah, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que globalement, l'histogramme revient dans la plupart des cas. Et quand en général, il y a beaucoup de données, on fait des courbes. C'est un peu la règle de base. Un truc à éviter à tout prix sur, bon, déjà de base, les camemberts, c'est pas génial. Mais un camembert avec plus de 10 catégories, c'est l'horreur. Ça, et en fait, un petit piège, hein, c'est que parfois, on voit que 4 catégories dans notre camembert, c'est super. Et pensez encore une fois à l'évolution de vos données. Peut-être que demain, vous en aurez 10. Peut-être qu'en filtrant, en faisant vos filtrages, vous allez vous retrouver avec 50. Donc voilà, la camembert, c'est un peu risqué quand même là-dessus. Pas de scroll bar ou machin. Hein, il faut jouer un petit peu avec les slicers et du coup avec votre storytelling que vous faites. Ok. Je crois que personne n'a envie de partager une expérience personnelle avec les données. Traumatisant. Bon, ben, on vous propose, on a réduit le temps des meet-up, hein, si vous veniez avant parler pendant des heures et des heures. L'idée, c'est en effet, c'est de privilégier quand même le temps avec vous et de pouvoir discuter. C'est l'objectif du présentiel. Sinon, vous serez chez vous et vous le regarderez en replay. Donc, merci d'être là. Maintenant, on va passer. Mobiski nous offre gentiment un petit buffet. Je fais exprès de le dire pendant l'enregistrement pour que ça incite les gens à se déplacer, à venir
et à venir avec vous. En tout cas, merci pour votre attention. Merci à Mathieu pour ça. Je vous propose d'applaudir.